Pendant 2 ans, cet homme a été membre des Mongols, l'un des plus violents gangs de motards criminalisés des États-Unis. Mais c'était une imposture, puisque ce motard était en réalité un agent d'infiltration fédérale. J'étais seul parmi les Mongols, livré à moi-même. C'était ça ma vie. S'ils avaient découvert son identité, ils l'auraient tué. Je savais qu'il avait peur de moi. Ces motards criminalisés extrêmement violents attirent l'attention des autorités fédérales. Billy Queen, un policier en civil, infiltre leur gang et dévoile les secrets de ces maîtres de la violence qui se font appeler The Mongols. À Los Angeles, dans la vallée de San Fernando, en mars 1998. Un homme entre dans un bar, The Place, fréquenté par des durs, où il a rendez-vous avec une femme. Il y fait la connaissance de 2 motards à l'air très menaçant. C'est le début d'une importante opération d'infiltration. L'opération Ivan. L'homme en question, Billy Queen, est en réalité un agent du Bureau de l'alcool, du tabac et des armes à feu, l'ATF. Il a pour mission d'infiltrer un gang de motards bien connu, les Mongols. À la fin des années 90, les Mongols sont très présents sur les routes du sud de la Californie. Ils ont la réputation d'être des trafiquants de drogue et d'armes extrêmement violents. Leur constante transgression des lois commence à se faire sentir dans toute la population. Les autorités fédérales décident de passer à l'action et envoient l'un de leurs agents infiltrer le gang des Mongols. L'objectif est d'amasser des preuves afin d'entamer des poursuites. Mais devenir membre des Mongols n'est pas chose facile. On savait que c'était un gang extrêmement violent, dont les membres étaient très unis, et que ce serait une opération d'infiltration difficile. L'ATF a trouvé un moyen. La jeune femme qui se trouve dans le bar s'appelle Sue. C'est une informatrice de l'ATF qui est aussi toxicomane. Elle connaît les Mongols parce qu'elle leur achète de la drogue. L'ATF la convainc de présenter Queen à 2 Mongols qu'elle connaît bien, Rocky et Rancid. Je voulais leur serrer la main, mais ils n'ont pas voulu. On a simplement trinqué avec nos bouteilles. Ils ne voulaient vraiment pas me connaître. C'est à peine si ces gars m'ont salué. Queen tente d'engager la conversation. Mais Sue, l'informatrice, n'arrête pas de parler. Elle a dit à ces 2 Mongols qu'on était amis. Et je savais que ça pouvait m'attirer des ennuis, parce que ce n'était pas vrai. Il faut être capable de prouver absolument tout ce qu'on dit. Et elle leur racontait des tas de choses qui étaient fausses. Queen se rend compte que Sue est sous l'effet de la méthamphétamine. Elle parle trop et risque de faire échouer l'opération d'infiltration avant même qu'elle n'ait débuté. C'était une mauvaise situation. Je devais l'éloigner le plus vite possible. Queen fait sortir l'informatrice du bar, sans savoir ce que Rocky et Rancid pensent de lui. Mais au moins, il a eu une première rencontre avec des Mongols. Le gang des Mongols se forme au début des années 70, dans les quartiers pauvres de l'est de Los Angeles. Le nom du gang est un hommage à la légendaire armée mongole de Gengis Khan. Au début des années 70, les Mongols attirent seulement de petits voyous. Ce ne sont pas des criminels endurcis. Les Mongols, en tant que gang, n'étaient pas une priorité pour la police. Ils étaient réputés pour des délits mineurs, des beuveries et des bagarres, ce genre de choses. Mais certains trouvent offensant les dossards que les Mongols portent sur leur veste. Tous les motards criminels doivent porter les couleurs de leur gang. Une veste avec 3 insignes. Un emblème au centre, le nom du gang au-dessus, et en dessous, le territoire qu'ils contrôlent. En 1975, les Mongols ne comptent pas encore 100 membres, mais ils commencent à porter un dossard de la Californie.
Ce geste provoque la colère du plus important gang de motards criminalisés du monde, les Hells Angels. Avec plus de 300 membres seulement en Californie, ils estiment qu'ils contrôlent l'État. Pour eux, le dossard des Mongols est une insulte assez grave pour justifier des meurtres. En 1977, le jour de la fête du travail, sur l'autoroute 15 dans le sud de la Californie. Soudain, une fusillade éclate. Deux Mongols de San Diego, Redbeard Morris et Jingle Smith, sont morts, abattus par des tueurs des Hells Angels. Cette sanglante attaque marque le début d'un long conflit. Jingles et Redbeard doivent être enterrés 4 jours après le drame. Leurs familles, leurs amis et d'autres membres des Mongols sont venus leur rendre un dernier hommage dans un salon mortuaire près de San Diego. Pendant les funérailles, une Rambler 1962 blanche est arrivée dans le stationnement et s'est garée à côté des corbillards et des voitures des membres des deux familles. Peu après, une bombe explose à l'arrière de la Rambler. Ils avaient fait ça pour que tout le monde comprenne bien que les Hells Angels avaient déclaré la guerre aux Mongols. Scott Jr. Erickson, une jeune tête brûlée de San Diego, devient membre des Mongols à l'âge de 20 ans. Mes amis d'enfance m'ont dit « Qu'est-ce qui te prend? Pourquoi tu deviens membre de ce gang? Avec le genre d'ennemis que vous avez, vous ne vous en sortirez pas vivant. » Dès le début, les Mongols sont sur la défensive. Ils craignent de nouvelles attaques des Hells Angels. On vérifiait nos voitures pour voir s'il y avait des fils. J'inspectais ma voiture tous les matins avant de me rendre au travail. Je la faisais démarrer la portière ouverte, un pied à l'extérieur. On craignait qu'elles explosent et de cette façon, on espérait être projeté à l'extérieur au moment de l'explosion. C'était ça notre vie. On vivait tous comme ça. Le combat est inégal. Mais bien qu'il manque d'effectifs, les Mongols persévèrent. Au cours de cette guerre de gang, des liens profonds se tissent entre les membres. La fraternité, c'est la chose la plus importante. Le sentiment d'être aimé et d'être entouré de gens en qui on peut avoir confiance. N'est-ce pas tout ce qui compte? N'est-ce pas pour ça que les gens se marient? On cherche tous à être important pour quelqu'un à qui on peut faire pleinement confiance. C'est ce que j'ai trouvé chez les Mongols. C'est ce qu'on avait. La guerre durera 15 ans. Plus de 2 douzaines de motards seront abattus dans les deux gangs. Les Mongols, qui ont fait preuve d'un grand esprit de corps, en sortent plus solidaires que jamais. Ils ont vraiment un sentiment d'amour les uns pour les autres. Ils sont extrêmement loyaux, autant que les membres de toutes les organisations pour lesquelles j'ai travaillé, que ce soit l'armée ou la police. En 1998, quand Billy Queen tente de devenir membre des Mongols, le gang est très fermé. Il ne peut pas demander de devenir membre. Il doit y être invité. Pour qu'une telle chose se produise, il devra arriver à calmer les soupçons de tous les membres du gang. Le sergent d'armes des Mongols a la tâche de protéger la fraternité et de passer au crible tous les nouveaux membres. Il s'agit de Donald Jarvis, mieux connu sous le surnom de Red Dog parmi les motards. La première fois que j'ai rencontré Red Dog, c'était à une fête à laquelle j'étais invité. Je suis passé devant des Mongols pour entrer et un colosse m'a bloqué le passage. Il m'a escorté jusqu'à un petit groupe de Mongols où se trouvait Red Dog. Quand je me suis approché de lui, il m'a regardé et il m'a demandé si j'étais Billy. J'ai répondu « Oui, c'est moi ». J'avais peur. Je me demandais s'il savait quelque chose. Red Dog le regarde attentivement. Queen craint que l'informatrice ait trop parlé. 2 ou 3 semaines auparavant, un de nos frères avait entendu dire que Sue, une toxicomane qui vivait dans la vallée, allait nous présenter un policier. Je lui ai demandé si elle lui posait un problème.
Red Dog m'a regardé et il m'a dit que si jamais moi je lui en posais un, il couperait ma foutue gorge. Il avait vraiment peur. Les frères le regardaient intensément et il paniquait. Je lui ai dit qu'il pouvait entrer. C'est comme ça que j'ai connu Billy. Et je l'ai toujours soupçonné d'être un policier. Le jeu du chat et de la souris commence. Pour arriver à gagner la confiance de Red Dog et à infiltrer le gang, Billy Queen devra puiser jusqu'au plus profond de lui-même. Avant de pouvoir convaincre les Mongols de l'accueillir parmi eux, il doit se convaincre lui-même qu'il sera capable de mener la vie d'un motard criminalisé. Il se met à les fréquenter, à traîner avec eux. Il tente de se faire remarquer en les aidant à l'occasion, dans l'espoir qu'on l'invitera à devenir membre du gang. Les gangs de motards existent depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. À leur retour, certains anciens combattants n'arrivent pas à s'habituer à la vie civile et achètent des motos pour partir sur les routes en quête de liberté. Ils forment de petits clubs dont les conditions d'admission sont très simples. Il suffit d'avoir 21 ans, d'être de sexe masculin et de conduire une moto de marque américaine. Consternés par le comportement de ces motards rebelles, les clubs de motos traditionnels leur collent l'étiquette de hors-la-loi. En général, ils arrivent à vivre en rebelles en restant dans les limites de la légalité. Mais certains d'entre eux deviennent de véritables hors-la-loi. Dans le cas des Mongols, la route vers le crime passera par la guerre. Ils auront à combattre pendant 15 ans les Hells Angels, un ennemi très bien organisé. Ils auront donc besoin d'argent. Beaucoup d'argent. C'est pourquoi à la fin des années 70, ils décident de vendre de la drogue. Ils fabriquent de la méthamphétamine de mauvaise qualité, le crank, dans le but de la vendre. Ce trafic s'avère très lucratif. Ils fabriquaient ce qu'ils appelaient du crank au beurre d'arachide. C'est de la saloperie dans laquelle il y avait 40% de méthamphétamine. C'était collant, grumeleux, on aurait dit du beurre d'arachide croquant. Mais c'est devenu leur planche de salut. Ils le fabriquaient et le distribuaient eux-mêmes. Ça leur a permis de financer la guerre et de survivre. C'est même devenu une partie intégrante de leur culture. Avec l'argent, les Mongols achètent des réserves d'armes à feu, de plus ou moins bonne qualité. Ils se constituent un véritable arsenal dans le plus grand secret. Et au bout de 5 ans, ils sont prêts à attaquer les Hells Angels. On partait à leur recherche. On essayait de les traquer. En 1982, on en a trouvé un. Un soir de janvier 1982, 5 Mongols, dont Junior Erickson, entrent dans un bar de motards, The Horseshoe Tavern. L'endroit est fréquenté par les Hells Angels. L'un des habitués est Fat Ray Piltz, le parrain de San Diego. Ce soir-là, les Mongols ont de la chance. Fat Ray est seul. Ils ont commencé à se bagarrer avec Ray. Ils se tabassaient assez fort. Un des Mongols a pris un tabouret, il a frappé Ray dans le dos et Ray est tombé à genoux. Junior Erickson a pris un 38 dans sa ceinture, lui a tiré dessus et il l'a tué. Un Hells Angels était au mauvais endroit, au mauvais moment. Et il s'est fait tuer. C'était la guerre. On ne voyait pas une personne devant nous, on voyait l'ennemi. Après avoir tué Piltz, Junior Erickson écope d'une peine de prison, mais il ne purgera que 4 ans. Il échappe à l'inculpation pour meurtre en négociant une accusation réduite d'homicide. Les avocats de la poursuite n'ont pas le choix. Ils doivent négocier parce que les témoins ont peur de parler. Ils craignent les représailles des Mongols. À sa libération en 1987, Erickson est considéré comme le héros du gang. Le premier Mongol à avoir tué un Hells Angel. Il est élu président national des Mongols. On a beau dire, depuis qu'on est tout petit, on a peur des coups de pied au cul.
C'est comme ça qu'on se fait respecter. J'ai donné pas mal de coups de pied au cul. Pendant une décennie, les Mongols continuent d'étendre le champ d'action de leur trafic, convaincus que par manque de témoins, la police n'a aucun pouvoir contre eux. Les autorités fédérales décident enfin que pour arriver à démanteler un gang comme celui des Mongols, il faut absolument procéder à une opération d'infiltration, et ils chargent l'agent Billy Queen de cette mission. On est obligé de faire ce genre d'opération. Les gens ne veulent pas témoigner. Et les policiers ne peuvent pas entrer dans ces gangs. Il faut que quelqu'un les infiltre pour arriver à les pincer. Mais les Mongols sont extrêmement méfiants. Ils savent très bien que des policiers pourraient tenter d'infiltrer leur gang. En avril 1998, Queen est invité à l'un de leurs grands événements annuels, le River Run à Laughlin, au Nevada. Un week-end par an, des milliers de motards se rassemblent dans une petite ville du désert du Nevada. Queen y voit une occasion de se faire accepter par le gang. Il s'y rend avec Rocky, un des membres des Mongols de la vallée de San Fernando. Rocky, sa copine et moi, on partageait une chambre. C'est la première fois qu'on m'a presque forcé à prendre de la drogue. Rocky avait préparé 2 lignes de méthamphétamine sur la table. Il s'est penché pour en prendre une, et j'espérais qu'il avait préparé l'autre pour sa copine. Mais il s'est tourné vers moi et il a pointé un couteau vers mon visage en disant « Cette ligne est trop grosse pour toi ?» Billy Queen est dans une situation délicate. En tant qu'agent fédéral, il n'a pas le droit de consommer de la drogue. Même dans le cadre d'une opération d'infiltration, ça pourrait lui enlever de la crédibilité en cours. Mais il sait qu'il ne peut pas refuser l'offre de Rocky. J'étais vraiment coincé. Il fallait que je m'en sorte. J'ai vu que Rocky et sa copine étaient à l'autre bout de la pièce. Je me suis placé entre eux et j'ai pu faire semblant de sniffer la ligne de méthamphétamine. En faisant écran avec son corps, Queen se penche, fait semblant de sniffer et pousse la ligne de meth dans sa main. Rocky me regardait de côté et il a vu la ligne disparaître. J'ai fait comme ça et je lui ai dit « Wow, elle est bonne, génial !» Il était certain que je l'avais prise. Il m'a donné des tapes dans le dos, puis il m'a dit « Super, allons-y !» La ruse a fonctionné. À la fin du week-end, les Mongols du chapitre de la vallée de San Fernando sont convaincus que Billy Queen est un vrai motard. Ils ont hâte de l'accueillir parmi eux. Ils ne sont que 5, et dans les statuts des Mongols, il est stipulé que tous les chapitres doivent compter au moins 6 membres. Mais avant de pouvoir devenir membre, Queen devra remplir un formulaire très détaillé. Il fallait que j'écrive mon nom en entier, ma date de naissance, mon numéro d'assurance sociale. Ils voulaient savoir quelles écoles j'avais fréquentées, au primaire, au secondaire, au collégial, si j'étais allé à l'université, qui étaient mes amis, leur numéro de téléphone, si j'avais fait de la prison, si j'avais déjà été arrêté. Des questions à n'en plus finir. Il y en avait 3 pages. Et il ne faut surtout pas se tromper, pas même à un seul endroit, parce que s'ils vous démasquent, vous êtes mort. Les agents de l'ATF créent une fausse identité pour Billy Queen, en se servant de son nom d'agent d'infiltration, Billy St. John. Ils lui donnent des cartes de crédit, un permis de conduire, un numéro d'assurance sociale, comme si Billy St. John existait vraiment. Les membres du chapitre de la vallée de San Fernando n'y voient que du feu. Mais toutes les demandes d'adhésion doivent être approuvées par Red Dog, le sergent d'armes du gang qui se méfie toujours de Billy. Ils m'ont demandé pourquoi je m'objectais. Je leur ai dit que c'était un flic. Ils m'ont demandé des preuves et je leur ai dit non, je n'ai pas à fournir de preuves écrites. Ça ne se passera pas comme ça. Il se méfiait de moi.
Je n'avais pas de parents parmi les Mongols. Je n'avais pas grandi avec eux, dans les mêmes gangs. J'étais nouveau à San Fernando. Même si j'avais fourni tout ce qu'ils voulaient, ils se méfiaient encore de moi. Mais Red Dog est beaucoup moins influent qu'avant. Il a gravi les échelons parce qu'il est un grand allié de Junior Erickson. Mais en 1998, Erickson n'est plus président et Red Dog a moins de pouvoir. J'ai refusé et ça aurait dû être suffisant. Mais ce n'était pas le cas. Ils n'ont pas tenu compte de ma décision. 5 mois après le début de l'opération Ivan, l'ATF atteint son premier objectif. Billy Queen est admis parmi les Mongols à titre de membre potentiel. Mais en devenant une recrue, il devra faire face à de nouvelles épreuves et de nouveaux dangers. À l'été 1998, l'agent fédéral Billy Queen atteint le premier objectif de sa mission d'infiltration. Il a réussi à infiltrer le chapitre de la vallée de San Fernando des Mongols, un gang de motards. Il est maintenant une recrue, un membre potentiel, et à ce titre, il peut porter les couleurs des Mongols, mais pas encore le dossard affichant le nom du gang, qui est réservé aux membres à part entière. En mettant mon dossard de recrue, je suis devenu la propriété des Mongols, leur esclave. Je devais faire tout ce que les membres à part entière me demandaient. Ça pouvait aller de la livraison de drogue jusqu'à leur torcher le derrière s'ils me le demandaient. En tant que recrue, Queen devient l'homme à tout faire du bar The Place, qui sert de quartier général aux membres du chapitre. Très souvent, quand une bagarre éclate, il fait office de videur. Les fois où je suis intervenu dans des bagarres, si je n'avais pas été là, ils auraient tué les gens que j'avais devant moi. Pendant 3 mois, Queen marche sur la corde raide, à la limite de la légalité. Il tente d'obéir aux règles auxquelles sont soumis les agents d'infiltration sans transgresser les lois. Rocky m'appelait et me disait « Je t'attends avec ta voiture et ton arme, et n'apporte pas tes couleurs. » Je ne savais jamais ce qu'ils allaient faire. Je m'attendais toujours à une fusillade. Toutes les semaines, Billy Queen fait un compte-rendu à son équipe de l'ATF et présente un relevé détaillé des délits dont il a été témoin. À cette étape, il s'agit surtout de délits mineurs, parce qu'il est encore en marge des activités criminelles des Mongols. Mais tous les jours, la liste s'allonge. Les ventes de drogue, d'armes à feu et les actes de violence sont très courants. Billy se fait peu à peu accepter par les membres de son chapitre. Un seul Mongol demeure méfiant, le sergent d'armes national Red Dog. Un soir, Red Dog attire Billy à un champ de tir de fortune où il veut lui faire subir une épreuve de force. Je l'ai tout de suite coincé. Tu es resté longtemps à l'académie, Billy? Il disait, qu'est-ce que tu veux dire? Tu sais foutrement bien ce que je veux dire. Tu es resté longtemps à l'académie? À qui as-tu dit que tu venais ici, Billy? Qui sait que tu fais partie des Mongols? Red Dog, je n'ai dit à personne que je venais ici. Ensuite, il m'a dit, comme ça, si je te tire une balle dans la tête, personne ne saura où te chercher. J'ai dit, exactement, Red Dog. Ensuite, il m'a dit d'aller installer des cibles dans le champ. Je me suis retourné, je faisais dos à tous les Mongols. Et je me suis mis à marcher dans le champ en me disant, ils t'ont démasqué et ils vont te tuer. J'ai installé des canettes et je suis revenu vers eux. J'étais presque arrivé près d'eux quand Red Dog a levé son arme et il a tiré. J'ai senti la balle passer près de mon visage. Puis, ils se sont tous mis à tirer. Red Dog sent que Billy a peur. Il avait peur de moi. Je savais qu'il avait peur de moi. Mais je ne tuerai jamais quelqu'un devant 5 témoins, à moins d'être vraiment forcé à le faire.
Billy Queen découvre peu à peu ce qu'il faut faire pour devenir un Mongol. Les bagarres quotidiennes, la drogue et les armes. Est-il vraiment prêt à s'engager encore plus loin dans cette voie? Je me disais que je ne pouvais pas continuer, que ça ne valait pas la peine. J'étais vraiment malheureux. Sa mission porte atteinte à sa vie personnelle. Il est divorcé, mais il a 2 fils. Et depuis le début de l'opération d'infiltration, il s'est beaucoup éloigné d'eux. Je m'étais complètement isolé. Je ne vivais plus dans la réalité. Je ne pouvais plus voir ma famille ni mes amis. J'étais seul parmi les Mongols, livré à moi-même. C'était ça ma vie. Ses supérieurs lui offrent la possibilité de mettre fin à l'opération, mais il refuse. Un soir d'octobre 1998, au bar de Place, un Mongol du nom de Evil vient lui parler. Evil était un type bien. Il s'est approché de moi et il m'a dit « Billy, enlève tes couleurs, je veux les voir. » J'ai enlevé mes couleurs et je lui ai montré ma veste. Chez les Mongols, les couleurs sont un symbole très puissant de l'identité des motards criminalisés. Il ne faut jamais les enlever. Il s'est mis à crier « Tu ne donnes jamais tes couleurs à personne !» Et il me les a lancées au visage. Puis il s'est retourné et il est parti. Je ne comprenais pas ce qui venait de se passer. Ensuite, Rocky est arrivé et il m'a dit « Ils veulent te voir à l'arrière. » Ça, c'est une chose qu'on n'aimait pas entendre. Parce que beaucoup de gens se faisaient flanquer une volée à l'arrière. Pendant qu'on le fait sortir du bar de Place, Queen se prépare à recevoir une raclée. Quand il arrive à l'arrière, il est de nouveau réprimandé. Domingo s'est mis à m'engueuler. « Tu ne laisses jamais personne te prendre tes couleurs. Tu dois être prêt à mourir pour tes couleurs. Tu veux perdre le dossard du centre? » Queen craint que les Mongols lui enlèvent son statut de recrue et il commence à plaider sa cause. Je ne mérite pas de le perdre. Je suis la meilleure recrue que vous ayez jamais eue. Domingo m'a dit, si tu ne veux pas le perdre, Billy, tu n'as qu'à le coudre. Et il m'a lancé un dossard de membre à part entière des Mongols. Il s'agit du dernier morceau qui complète le dossard en 3 parties constituant les couleurs des Mongols. Billy Queen est dorénavant un membre à part entière. Il est soulagé et euphorique. J'avais réussi. Ce soir-là, en recevant le dossard complet des Mongols, je me disais, j'ai réussi, j'ai réussi. Les gars me donnaient des tapes dans le dos, ils me versaient de la bière sur la tête. J'ai commencé à m'essuyer le visage et j'ai senti que ce n'était pas de la bière. On aurait dit du sirop d'érable. J'ai regardé les gars et j'ai vu qu'ils m'arrosaient avec de l'huile à moteur. Mais vous savez, je m'en foutais. En tant que membre à part entière, Billy Queen est maintenant au-dessus de tout soupçon. Billy participe maintenant aux réunions de son chapitre, ce qu'on appelle aller à l'église. On allait à l'église toutes les semaines. On faisait l'appel de tous ceux qui étaient censés être présents. Ensuite, on passait à ce qu'ils appellent le chapitre 13. Ce sont les gars qui se sont fait tuer pendant qu'ils étaient dans le gang. On disait leur nom à voix haute et tout le monde répondait pour eux. Tous les chapitres sont dirigés par 3 officiers, un président, un sergent d'armes et un secrétaire trésorier. À peine un mois après être devenu membre à part entière, Queen est nommé secrétaire trésorier du chapitre de la vallée de San Fernando. Ils m'ont donné les livres. C'est incroyable. Les cahiers secrets qui décrivaient toutes leurs activités. Ils me les ont tendus sur un plateau d'argent. Je pouvais voir tout ce que faisaient les Mongols dans tout le pays. Et je connaissais les codes. Les armes, c'était des beepers. On a acheté ou vendu tant ou tant de beepers à telle ou telle personne. J'avais accès à toutes ces informations. Évidemment, je les ai apportées le plus vite possible à l'ATF pour qu'ils puissent faire des copies de tous les documents.
l'ATF peut commencer à élaborer un dossier criminel assez solide pour démanteler les Mongols. Billy Queen a réussi à pénétrer jusqu'au cœur du gang. Aucun autre policier n'avait encore pu le faire. L'embêtant, c'est qu'il commence à aimer cette vie. Billy Queen, un agent d'infiltration de l'ATF, est maintenant membre à part entière des Mongols. Après une période d'apprentissage, il est maintenant un frère digne de confiance. Les autres membres commencent à l'impliquer dans leurs activités criminelles. Un jour, je suis allé avec Rocky chez son père et j'ai vu des armes à feu sous le lit. J'ai dit à Rocky, « J'aimerais bien acheter un AK-47 et d'autres armes. » Il m'a répondu, « Oui, oui. » Rocky est l'un des 2 premiers Mongols que Queen a rencontrés au début de l'opération au bar The Place. Après des mois passés près de lui, Rocky fait entièrement confiance à Billy et lui demande s'il connaît des gens intéressés à acheter de la drogue. Je lui ai dit, « J'ai un ami qui fait pas mal de méthamphétamine. Je l'appelle pour voir. » Mais en fait, j'ai appelé un informateur. Et je lui ai dit, « Veux-tu acheter de la drogue? » C'est combien? On a discuté à 3 avec Rocky. Et ce jour-là, l'ATF a acheté 2 ou 3 armes à feu et 2 ou 3 onces de méthamphétamine. C'est comme ça qu'on travaillait. L'ATF se servira plus tard de ces preuves pour que Rocky soit reconnu coupable. D'autres membres du chapitre de la vallée de San Fernando tombent dans le même genre de piège. Dans des vidéos amateurs, on voit Queen en vacances avec eux. Les Mongols ne se méfient plus du tout et commencent à lui parler des crimes qu'ils ont commis. Domingo, le président du chapitre, devient un très bon ami de Billy. Un soir, dans un bar de la vallée de San Fernando, Domingo se livre à des voies de fait assez violentes. Il croit avoir tué quelqu'un et il craint que la police le découvre. Cherchant un endroit où se cacher, il se réfugie dans l'appartement de Billy. Il ne se doute absolument pas qu'une caméra vidéo capte tout ce qu'il dit. I'm gonna go back into Tijuana, armed to the teeth, with body armor and everything, man. And I'm gonna kick in Ray's door, and I'm gonna shoot him dead. I'm gonna shoot whoever I think is responsible dead. Billy, en excellent agent d'infiltration, laisse Domingo s'incriminer sans même l'inciter à le faire. L'opération Ivan est commencée depuis 1 an et demi. Mais les procureurs veulent encore plus de preuves. Il leur faut un crime assez grave pour pouvoir démontrer que les Mongols sont de dangereux meurtriers. Le 12 novembre 1999, Mike Scott, un enquêteur de la brigade des homicides de Los Angeles, est réveillé en pleine nuit. J'ai reçu un appel de mon bureau vers 2h30. On m'a dit de me rendre dans un quartier de l'est de Los Angeles, City of Commerce, où un meurtre venait d'être commis dans un bar, le Gina's. On m'a aussi dit que dans le bar, il y avait des membres du gang des Mongols. Je savais donc que ce ne serait pas de tout repos. Tout a commencé quand une jeune femme, Deborah Luna, est sortie en ville rencontrer de vieux amis motards. Elle était en train de boire avec des Mongols. Ils faisaient la fête, ils s'amusaient bien. Daniel Herrera, son petit ami, est arrivé un peu après minuit. Elle ne voulait pas rentrer, elle voulait rester au bar. Ils ont eu une altercation, il voulait qu'elle quitte le bar. Il lui cassait les pieds. Il a injurié les Mongols et c'est ce qui a déclenché la bagarre. Daniel Herrera est poursuivi à l'extérieur du bar par 8 Mongols, qui le tabassent à coups de pied et à coups de poing jusqu'à ce qu'il soit presque inconscient. Puis, un des Mongols le poignarde. Le couteau perfore un poumon et Daniel Herrera se vide de son sang. Les témoins affirment qu'un membre des Mongols, Ray Panhead Gutierrez, est le meurtrier. Son surnom lui vient de sa moto Harley-Davidson, une Panhead.
La police le soupçonne, mais d'après les expériences du passé, ils savent qu'ils auront beaucoup de mal à obtenir des témoignages contre lui. Quand 17 ans plus tôt, un autre Mongol, Junior Erickson, avait tué Ray Piltz et Hells Angels, personne n'avait accepté de témoigner en cours par peur de représailles. Presque toujours dans le cas de meurtre de gang, en moins de 48 heures, on sait qui est le coupable. Mais il est très difficile de trouver des témoins oculaires qui acceptent de témoigner. On avait un atout de taille, puisque Billy était membre des Mongols. Billy Queen est en position idéale pour résoudre l'affaire. On lui confie la mission d'obtenir des aveux de Panhead. Ce ne sera pas facile. Les Mongols ont lancé une alerte de code 55. Aucun membre n'est autorisé à porter ses couleurs en public tant qu'on enquêtera sur les Mongols. Les Mongols sont futés dans ce genre de situation. Ils ont fait une réunion à l'échelle de tout le pays. Et ils ont dit que personne ne devait parler de ce meurtre. Personne. Je devais donc trouver un moyen de me rapprocher de Panhead et de le faire parler du meurtre. Pendant toute la durée de l'opération Ivan, Queen s'est déplacé au volant d'une voiture décapotable rouge dans laquelle l'ATF a caché des micros derrière les bouches d'aération. Cette voiture servira maintenant à résoudre un meurtre. Queen dit à Panhead qu'il doit aller chercher un paquet dans le nord de la Californie et lui offre de le payer pour l'accompagner. Il espère qu'en route, Panhead lui racontera ce qui s'est passé le soir où Daniel Herrera a été tué. On avait caché un magnétophone dans la voiture. Je n'avais qu'à appuyer sur un bouton pour l'allumer ou l'éteindre. Je l'ai allumé, on s'est mis à parler et parler. Et j'ai obtenu assez de preuves pour qu'il soit traduit en justice et reconnu coupable de meurtre. Le bureau du shérif de Los Angeles décide de ne pas arrêter Panhead tout de suite, craignant que Queen ne soit démasqué. On prend le risque de le laisser en liberté en espérant qu'il ne tuera personne. Panhead est si convaincu d'avoir commis le crime parfait qu'il se met à porter une tête de mort sur sa veste. Un emblème réservé uniquement aux membres qui ont tué pour le gang. Il fournit ainsi aux autorités une autre preuve circonstancielle de sa culpabilité. L'ATF peut maintenant ajouter un meurtre au casier judiciaire des Mongols et possède assez de preuves pour mettre fin à l'opération Ivan. Maintenant que le filet se resserre sur les Mongols, Billy Queen est-il prêt à mettre fin à la double vie qu'il mène depuis 2 ans? La veille du jour de l'an en 1999, l'agent d'infiltration Billy Queen n'est pas d'humeur à faire la fête. Il est membre du gang des Mongols depuis près de 2 ans. Il est épuisé, malheureux et se sent seul. Sa mère vient de mourir et il revient de ses funérailles en Caroline du Nord. Malheureusement, Queen n'a pas le temps de la pleurer. Il doit immédiatement se remettre au travail. L'ATF voulait que je reprenne tout de suite le service. J'ai sauté sur ma moto et je me suis rendu chez Evil. Quand il a ouvert la porte, je lui ai tendu la main pour qu'on se donne la poignée de main des Mongols. Et Evil m'a serré dans ses bras en me disant « Billy, je t'aime et je suis désolé pour ta mère. » Quand Domingo est arrivé, il a fait la même chose. Et ensuite, Rocky aussi. On t'aime comme un frère. On est désolé pour ta mère. Ils me serraient dans leurs bras en me disant qu'ils m'aimaient. Je sentais leur amour. Et ça me faisait mal. Queen ne s'est jamais senti aussi troublé de toute sa carrière d'agent d'infiltration. Ces hommes sont devenus ses amis, mais pour que la justice suive son cours, il doit les trahir. Je me sentais vraiment coupable, à tel point que j'avais peur de craquer. Pour m'en sortir, je me suis mis à boire.
J'ai bu jusqu'à ce que je sente que j'allais tomber ivre-mort. À l'ATF, les supérieurs de Quinn comprennent qu'il est infiltré depuis trop longtemps. Il est allé trop loin et il risque l'épuisement professionnel. Craignant pour sa santé et sa sécurité, il décide de mettre fin à l'opération Ivan. C'est le matin du 19 mai 2000 qu'on doit procéder aux arrestations. Depuis 2 ans, seules quelques personnes connaissent l'existence de l'opération Ivan. Mais pour le matin du 19 mai, on forme une énorme équipe d'arrestation. À l'aube, plus de 300 policiers de l'ATF armés jusqu'aux dents effectuent des descentes dans tout le sud de la Californie. J'ai vu des dizaines de policiers sauter de 3 ou 4 fourgonnettes avec des mitraillettes. Ils portaient des gilets pare-balles. Le temps que je trouve mon arme et que je la prenne, ils étaient déjà sur le seuil. Quand ils sont entrés, j'avais mon pistolet en main. J'aurais pu tirer, mais je ne serais pas ici aujourd'hui pour faire cette entrevue. Red Dog est accusé de s'être servi d'armes illégales pendant l'épreuve de force de Billy. D'autres membres du chapitre de la vallée de San Fernando sont aussi arrêtés et inculpés. En outre, la police arrête enfin Panhead pour le meurtre de Daniel Herrera. L'enquêteur Mike Scott, qui a dû attendre pour éviter que Quinn ne soit démasqué, est euphorique. Il ne se doutait absolument pas qu'il y avait un agent d'infiltration parmi eux. Ça m'a fait vraiment plaisir de voir un de ces gars sortir les menottes au poing. Il croyait s'en tirer, mais il se trompait. Maintenant que les descentes ont toutes été effectuées avec succès, l'ATF transporte très vite Billy en lieu sûr. Mais dans la voiture, il reçoit un appel inattendu. J'ai reçu un appel d'un type du nom de Top Hat. Il m'a demandé si je savais ce qui se passait et si tout allait bien pour moi. Je lui ai dit que oui. Il m'a dit « On sait qui a parlé. C'est un type qui s'appelle Preacher. On sait que c'est lui. Un tueur est parti lui régler son compte. » Je lui ai répondu « Top Hat, vous devez être sûr de ne pas vous tromper avant de faire ça. On est certain que c'est lui. Il sera bientôt mort. » Comme je ne suis pas arrivé à le convaincre qu'il avait tort, j'ai fini par lui dire « Top Hat, écoute-moi bien. Je suis un agent d'infiltration de l'ATF. L'informateur, c'était moi. » Il y a eu un silence de mort et il a raccroché. C'est comme ça qu'ils ont découvert que Billy St. John était en réalité Billy Quinn, un agent spécial de l'ATF. Mais pour un des Mongols, cette découverte n'a rien d'étonnant. À la prison de Pasadena, on nous a dit qu'il y avait un policier dans notre gang depuis 2 ans. J'ai demandé qui. Ils ont dit Billy. Je ne connais pas de Billy. Dans quel chapitre? Ils m'ont dit le chapitre de la vallée. J'ai dit, je savais que ce salaud était un flic. Grâce à l'opération d'infiltration de Billy Quinn, 54 Mongols sont inculpés. 53 d'entre eux seront reconnus coupables de crimes allant du trafic de drogue jusqu'au meurtre. L'opération Ivan est couronnée de succès. Red Dog a passé 3 ans en prison. Aujourd'hui, il ne fait plus partie d'un gang de motards criminalisés. Il dirige une entreprise de camionnage. Mais il n'a pas de remords. J'ai fait un bon marché. Ça valait la peine. Pendant 3 ans en prison, je savais que Billy était mort de peur. Billy Quinn, l'agent d'infiltration de l'ATF, a eu plus de mal à s'adapter à la vie en dehors du gang des Mongols. Je croyais que je redeviendrais un agent normal et un bon père pour mes enfants. Mais ce n'est pas ce qui s'est passé. Pour le protéger, on envoie Quinn vivre au Texas et ses enfants en Floride, à 1600 km de chez lui. Ses liens familiaux ont été brisés par l'opération d'infiltration.
Ça valait la peine pour l'ATF et pour la population de la Californie, mais pas pour moi. Aujourd'hui, Billy Queen a pris sa retraite de l'ATF et vit dans un endroit gardé secret. Quant aux Mongols, ils se sont réorganisés. Ce gang de motards criminalisés sévit toujours dans le sud de la Californie. Mais après avoir été infiltrés une première fois, ils sont plus méfiants que jamais. Ils savent maintenant qu'un autre agent d'infiltration comme Billy Queen pourrait arriver à démanteler leur gang.